Salut à tous, c'est Master V, bienvenue dans ce nouveau tuto sur le support de perceuse, plus exactement sur l'assemblage du support de perceuse, puisque nous allons procéder dans cette série de tutos à l'assemblage des sous-ensembles fonctionnels du support de perceuse. Qu'appelle-t-on un sous-ensemble fonctionnel en conception? C'est un ensemble de pièces mécaniques intégrées dans un système, assemblage, qui, lors du fonctionnement normal du système, sont considérées comme strictement immobiles les unes par rapport aux autres. Ici, par exemple, nous pouvons observer que nous avons un certain nombre de sous-ensembles fonctionnels. Le premier, le voici, composé des pièces 1 à 8, la semelle, le pied de colonne, les 3 vis, la petite vis de fixation de la colonne, la pièce d'appui et l'ensemble écrou-vis, qu'on appelle un boulon, pour serrer l'appui de ressort. Ensuite, vous aurez la pièce d'appui, avec la vis de serrage coudée et avec le petit support qui permettra d'articuler le levier de manœuvre. Voici. Ensuite, vous aurez plus complet l'ensemble du support avec les pièces intérieures, ici les vis, 4 vis, la vis de serrage du mandrin de la perceuse à main, la bague intérieure qu'on appelle la bague de guidage basse et la bague de guidage haute. Voici les pièces en vue éclatée. Voilà. Ensuite, la petite vis de réglage, donc elle qui viendra faire office de réglage en hauteur dans le fonctionnement. On considère ces éléments comme étant fixes dans le fonctionnement, la biellette. Et enfin le levier avec sa petite goupille ici. Et enfin, dernière pièce qui, elle, est considérée comme totalement indépendante, puisque déformable, et donc n'appartient à aucun sous-ensemble en particulier, le ressort. Donc, c'est parti pour notre assemblage. Voilà. On va commencer par le sous-ensemble 1, qui est ici. Ce sous-ensemble 1 se compose donc de la semelle. Je vais vous montrer la petite vue éclatée qui va bien. Voilà. Donc la semelle, le pied de colonne avec ses 3 vis, la petite vis qui vient s'insérer dans le pied de colonne pour fixer la colonne, l'appui de ressort avec son boulon permettant de serrer sur la colonne. Une petite étude du plan d'ensemble de la pièce que voici nous permettra de savoir que le positionnement de l'appui de ressort par rapport à la semelle devra se faire à 163 mm de hauteur. Voilà, c'est parti. Commençons. Nouveau, pièce. Pardon. Nouveau, assemblage. OK. Lorsque vous lancez un nouvel assemblage, automatiquement, vu qu'il n'y a s'il n'y a aucune pièce chargée derrière, SolidWorks vous ouvre
la fenêtre parcourir pour ouvrir la pièce. Ici, je choisis la première, support semelle. Mon objectif est de positionner ma pièce de telle manière qu'elle soit en plan de symétrie sur les axes principaux du repère. Pour ce faire, je vais venir cliquer ici, directement sur OK, et elle se placera automatiquement au centre du repère. Il faut savoir que dans SolidWorks, la première pièce que vous placez dans un assemblage est référencée comme étant fixe. C'est la seule pièce que vous aurez le droit d'avoir avec la mention fixe dans un assemblage. Les autres, il faudra les contraindre les unes avec les autres de manière à obtenir des blocages isostatiques. On va maintenant intégrer le pied de colonne, insérer pied de colonne. Voici mon pied de colonne. Donc mon pied de colonne, il n'est pas dans le bon sens, ce n'est pas grave. Je vais devoir le redresser. Pour ça, je vais dire simplement que je veux que ce plan-là soit contraint de manière coïncidente avec celui-là. Voilà, c'est fait. Petite remarque sur les assemblages, si vous ne spécifiez pas de contrainte type, ici, quand vous demandez l'assemblage de deux surfaces, SolidWorks vous propose celle qui lui semble le plus approprié. Je vais faire apparaître maintenant ce que l'on appelle les axes temporaires. Et je vais contraindre cet axe temporaire qui est ici. Alors, il faut que je pivote légèrement. Voilà. Celui-ci. Avec l'axe temporaire de mon trou taraudé. Automatiquement, ma pièce vient se mettre en position. Je n'ai plus qu'à contraindre cet axe-là avec l'axe du trou taraudé auquel il correspondra. Ici. Et non, c'était pas le bon. Désolé, j'ai sélectionné le plan de face, le plan de dessus, pardon, au lieu de l'axe temporaire. Voilà, c'est celui-ci. À partir de là, mon assemblage apparaît totalement contraint. Je vais maintenant intégrer mes 3 vis. Alors, je vais aller chercher ma vis, insérer la vis, ouvrir, et je vais venir la poser n'importe où. Pour bloquer la vis en rotation, je vais devoir contraindre le cylindre qui est ici avec le cylindre qui est ici. Et je vais demander contrainte. Ma vis va venir se positionner dans un sens ou dans l'autre. Elle est à l'envers. Ici, j'ai ma fonction alignement des contraintes. Je vais la retourner. Et je vais demander en même temps ici de verrouiller la rotation. Comme ça, ma vis ne pourra plus tourner ici. Et je valide. Il ne me reste plus qu'à contraindre le plan qui est ici. Le plan de mon pied de colonne. Avec la face d'appui de ma tête de vis. Qui est ici. Voilà, je valide.
Maintenant, je vais faire un petit peu de ménage visuel pour ne plus voir mes plans. Et je vais demander, en cliquant sur ma vis, ici, d'utiliser la fonction copier avec contrainte. Copier avec les contraintes, c'est une fonction qui me permet de recopier un composant en gardant les contraintes que je lui avais imposées précédemment. Donc ici, vous voyez, si je zoome un petit peu, il m'indique que ma première contrainte, c'est une coaxialité. Je vais donc sélectionner l'axe auquel je vais faire cette coaxialité. Et ensuite, je vais faire la même chose avec le plan qui est ici. Et voilà ma pièce. Tac. Lorsque vous validez, il vous propose instantanément de recommencer la même opération. Donc, je vais continuer puisque j'en veux une troisième. Je sélectionne ce cylindre. Et enfin, je sélectionne ce plan. Je valide. Et une fois que c'est fait, je quitte la fonction copier avec les contraintes. Je me remets en perspective isométrique. Voici ma semelle avec le pied de colonne et ses 3 vis. Je vais insérer maintenant directement ma petite vis arrière que je vais mettre en place. La voici. Je pivote l'ensemble pour venir me placer correctement. Voilà. Je vais prendre ma vis. Voilà. Et je vais venir sélectionner le cylindre qui est ici avec le cylindre qui est ici. Et je demande contrainte. De la même manière que tout à l'heure, je vais inverser le sens de ma contrainte et je vais verrouiller ma rotation. Je n'ai plus maintenant qu'à demander que la face intérieure de ma vis, donc la face d'appui de ma vis, soit contrainte avec l'intérieur de mon cylindre dans lequel je vais venir mettre ma colonne, ce qui correspondra en fait à un appui sur la colonne.
Je me remets en perspective isométrique. Je vais pouvoir maintenant insérer ma colonne. Et je vais venir, dans un premier temps, contraindre le plan qui est là avec le plan au fond de mon pied de colonne. Ici. Je valide. Je vais prendre le cylindre ici avec le cylindre intérieur de ma colonne. Je vais verrouiller la rotation et je valide. Voici. Certains vous diront que pour verrouiller un cylindre dans un cylindre, on doit absolument utiliser la contrainte des axes. Je suis entièrement d'accord avec eux. Sauf que dans SolidWorks, quand on fait ça, on ne peut pas bloquer la rotation. Or, ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la liaison pivot générée par la coaxialité des deux axes, mais bien uniquement le positionnement géométrique lié à la fonction verrouillage amené par la vis par rapport à ma colonne. Donc j'utilise ce qui me permet de verrouiller ma rotation. Maintenant nous allons insérer notre appui de ressort. Le voici. Pour éviter toute surprise à l'avenir, je vais immédiatement contraindre mon appui de ressort par rapport à ma face qui est ici. Donc, ici, par rapport à la face inférieure de mon appui de ressort. Et je vais venir positionner ici ma distance de 163 mm. Ce qui me permet maintenant de savoir exactement à quelle hauteur se situera mon appui de ressort. Je vais venir, il l'a validé, oh, hop, déjà il ne l'avait pas validé, je vais venir maintenant contraindre cette fois-ci l'axe ici de rotation avec cet axe de rotation. Voilà. Pivoter légèrement mon appui de ressort pour demander que cette face soit parallèle s'il veut bien à celle-là. Voilà, c'est validé. Je vais pouvoir maintenant insérer mes deux derniers éléments, à savoir ma vis et mon écrou. Je les insère en fait en même temps, puisqu'ils vont aller ensemble. Je vais maintenant travailler sur ma vis. Je vais prendre le cylindre de ma vis à l'intérieur du cylindre de mon passage de vis. Je vais contraindre les deux ensemble. Je vais inverser comme sur le plan. Je valide. Je demande ensuite que ma tête de vis vienne en appui sur cette face de mon appui de ressort, comme ceci. Vous voyez que je n'ai rien sélectionné, automatiquement il me prend coïncidente. Si je voulais autre chose, je pourrais changer. Voilà ce que je peux mettre, ce qu'il me propose.
Une fois que c'est fait, si je suis satisfait, je valide. Je vais prendre l'axe ici de mon écrou et l'axe ici de ma vis que je vais mettre coaxiaux. Voilà. Alors là, ça arrive. On a un petit bug. D'accord. Mon écrou, en fait, il s'est mis à l'intérieur ici. Donc, ce n'est pas grave. Je vais faire simplement une petite opération ici. Je vais quitter mes contraintes. Je vais venir sur ma pièce qui est ici. Je vais demander de modifier la transparence. Ce qui va me permettre de visualiser mon écrou, de le sortir. À partir de là, je vais revenir sur ma pièce. Et je vais redemander d'enlever la transparence. Et je vais pouvoir maintenant demander en contrainte la face intérieure de mon écrou avec mon appui de ressort. Voilà, je valide. Je valide. En solution technique, souvent on met une rondelle ici. J'ai fait le choix de ne pas mettre de rondelle pour deux raisons. J'ai allégé un petit peu le nombre de pièces nécessaires ici. Et puis deuxièmement, parce que les efforts mécaniques à ce niveau-là n'étant pas extrêmement intenses, la nécessité d'une rondelle n'est pas vitale à ce niveau-là. Voici ma perspective isométrique. Je vais enlever l'affichage de mes axes temporaires. Voilà. Je vais appliquer maintenant une couleur à l'ensemble de mon assemblage. Je vais venir sélectionner l'ensemble de mon assemblage. Alors, petite remarque, si je fais ceci, je n'ai pas toutes les pièces. Vous remarquez que quand je pars dans ce sens-là, je crée un rectangle de sélection qui est bleu. Et en fait, il ne sélectionne que les pièces qui sont à l'intérieur du rectangle. Si je pars dans l'autre sens, mon rectangle à ce moment-là est vert. Et là, toutes les pièces ont été sélectionnées. Quand on prend sur le rectangle vert, il sélectionne toutes les pièces dont une partie au moins est dans le rectangle. Donc ici, j'ai toutes mes pièces. Je vais pouvoir demander une texture. Ici, je ne vais demander qu'une couleur. Je vais demander un bleu très pâle. Et je valide. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir enregistrer mon assemblage. Je vais l'appeler SE1 underscore. L'underscore étant ce que certains appellent le tiret du 8. D'accord, ça s'appelle l'underscore. Et vous pouvez lui donner votre nom. Masterlet pour moi et vous donnez votre nom. Enregistrer. Voilà. C'est terminé pour ce premier tuto, cette première étape de mon tutoriel. Les éléments suivants commenceront dans le prochain épisode. À bientôt, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.